Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Savoir est un devoir, épisode un peu particulier puisqu'il est réalisé dans le cadre des grandes fêtes de la Bastide de Réalmont pour ses 750 ans qui vont se dérouler le 14 et 15 mai prochain, en lien direct avec la charte de Réalmont qui a été rédigée le 4 mars 1272. Et donc dans cet épisode, je vais vous expliquer comment et pourquoi on construit de toutes pièces une ville, celle que vous voyez autour de moi, pourquoi on bâtit une ville royale, la ville de Réalmont. C'est donc dans cet épisode que je vais vous présenter tout cela. Allez, c'est parti! L'histoire de la fondation de Réalmont en 1272, il faut remonter plus d'un siècle auparavant. Et tout a commencé ici même, au castrum de Lombers, en 1165. Date très célèbre pour tous ceux qui s'intéressent au catharisme, c'est un peu l'acte de naissance de cette nouvelle religion. Au printemps 1165, une assemblée judiciaire a lieu ici même, on est au pied des remparts de l'ancien château de Lombers, où des adeptes de cette nouvelle foi, les bons hommes, dirigés par un certain Olivier, vont se confronter à l'Église catholique, l'évêque d'Albi, l'évêque de Lodève, en présence d'un très grand nombre de personnes. À la fois le peuple, évidemment, mais aussi toutes les autorités ecclésiastiques d'une part et laïques de l'autre. Trencavel, le vicomte de Lautrec, tous les responsables de la région, l'abbé de Candeille, tous les évêques de la région, mais aussi Constance, la sœur du roi de France, la femme du comte de Toulouse, qui représente ici la royauté. Et lors de cette confrontation, où pour la première fois des cathares, les bons hommes, s'expliquent sur leur foi, ça fait de Lombers le fief, le nid d'hérétiques qu'elle va être pendant plusieurs décennies et même plus d'un siècle. Mais c'est ici donc que tout a commencé en 1165 et je vais vous expliquer la suite un peu plus loin. On est ici dans un lieu que j'affectionne particulièrement. On est tout près donc des ruines du château de Lombers. Je suis ici assis sur une partie des fortifications médiévales, les dernières qui restent du château de Lombers. Et c'est donc ici même, qu'en 1165 s'est déroulée cette fameuse assemblée judiciaire de Lombers. Pour la première fois, donc, les cathares ont fait front face à l'Église catholique. Cette histoire, vous la connaissez, peut-être je vous en raconterai plus en détail dans une autre vidéo. Mais ce qui nous intéresse dans notre histoire avec Réalmont, c'est qu'ici donc, à Lombers, il y a eu l'acte de naissance du catharisme occitan. Quelques années plus tard, en 1285, l'évêque cathare de l'Albigeois, Sicard Cellerier, habitait dans le castrum de Lombers, ici même. Il vivait normalement avec ses congénères, et évidemment, il professait sa foi librement. Les seigneurs de Lombers le laissaient faire en toute impunité, n'y voyant aucun mal. 1165, concile de Lombers, 1185, Sicard Cellerier, l'évêque cathare qui vit ici librement. Les troubadours, Raymond de Miraval qui vit ici. Les seigneurs, Bernard de Boissezon avec sa femme Azalaïs. Je vous ferai une vidéo spéciale sur eux tellement j'ai de choses à dire sur ces personnages. Ils paraissent, ces personnages, assez ouverts au catharisme. Et nous le saurons un peu plus tard puisque, vous le savez, en 1209, débute cette croisade terrible qui va arriver dans le Midi. C'est Trencavel, évidemment, qui en fera les frais et qui en pâtira le plus, et y compris tous ces seigneurs occitans
vassaux de Trincavel qui aussi vont être dépossédés de leurs terres. Et c'est le cas ici, à Lombers, où Bernard de Boissezon va être dépossédé de ses terres par Simon de Montfort lui-même. Dans cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui avec Réalmont, c'est que le territoire du seigneur de Lombers, cette seigneurie de Lombers, on appelle ça un dominium, hein, c'est-à-dire toute cette étendue vaste qui était aux mains de Bernard de Boissezon, était assez grande, assez vaste, puisque nous allions jusqu'aux frontières avec Saint-Lieu-la-Fenasse, d'un côté, aux frontières avec la seigneurie d'Albi, près de la Milliarié, et évidemment toute la zone qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Réalmont, Ronel, qui était aux mains du seigneur de Lombers. Et en 1209, il se fait déposséder. Et déposséder pourquoi? Déposséder parce que, nous disent les textes, il était hérétique, il était croyant cathare. Avant d'arriver à cette histoire de dépossession, il y a un document très intéressant qui date de 1190 et nous allons aller sur les lieux pour vous montrer concrètement où était situé, on va dire, l'ancêtre de Réalmont. Alors Bernard de Boissezon, qui est donc le seigneur de tout ce territoire de Lombers, a un frère, Sicard, qui lui est seigneur de Groyer. Donc, vous voyez, toute cette zone est aux mains des Boissezon, qui sont des fidèles vassaux de Trincavel. Et en 1190, les frères Boissezon vont créer ce qu'on appelle une forcia. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle se situe. Elle est située à quelques encablures d'ici à Lombers. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, derrière moi, on voit ce qu'on appelle le pic de Caillou, où c'est qu'il y a la croix, qui fait partie de Réalmont. Et en réalité, on est toujours sur le territoire des seigneurs de Lombers ici. Hein. On l'a dit, Bernard de Boissezon, à la fin du XIIe, possède tout ce territoire. Et Trincavel décide en 1190 de faire construire ce qu'on appelle une forcia, c'est-à-dire un lieu fortifié sur la montagne de Caillou qu'on voit derrière. Donc c'est un réduit fortifié, hein, quelques habitations, probablement une tour entourée de remparts, et ça permet de contrôler comme ça un territoire qui est donc un territoire qui sera le futur Réalmont. On est en 1190, donc c'est Trincavel qui décide de construire cette forcia, ce réduit fortifié. C'est donc quelque part, on pourrait dire, l'ancêtre de Réalmont, mais on est toujours sur le territoire de Lombers et ça appartient au seigneur de Lombers. Alors on est ici au centre de l'ancien château de Lombers, vraiment à l'intérieur des murs, et l'église catholique en 1945 a implanté la croix que vous voyez derrière moi, une croix de béton fort peu jolie, et implantée ici pour affirmer la foi catholique dans ce lieu considéré comme hérétique évidemment, puisque cathare, puisque protestant par la suite. En 1945 cette croix, et puis je vais vous amener un peu plus loin, à Réalmont, où il est question d'une autre croix, un peu plus grosse. Donc on est ici au sommet donc, du pic de Caillou, situé aujourd'hui à Réalmont, mais qui était donc à la fin du XIIe propriété des seigneurs de Lombers. On l'a vu donc en 1190, Trincavel fait construire cette forcia, ce réduit fortifié, donc sur environ 5000 m². Des maisons étaient présentes, entourées de remparts, avec probablement une tour au centre qui permettait de contrôler cette petite région, notamment la vallée du Dadou en contrebas, qui était encore sauvage. Seules quelques fermes étaient là par endroits, et puis un endroit un petit peu plus habité qui était au nord de Réalmont actuel, autour de l'église de Cabrens. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne que vous pouvez voir. Mais donc ici on peut dire que
c'est un petit peu les prémices presque de Réalmont, hein, puisqu'on est à proximité de la future Bastide. Mais donc, à la fin du XIIe, les seigneurs de Lombers, vous voyez, possédaient toute une grande région, et notamment ce pic de Cailloux qui était un point fortifié important pour eux et qui leur sera dépossédé au moment de la croisade contre les Albigeois. Alors bon, vous le savez, en 1209, il y a donc eu cette grande croisade contre les Albigeois et surtout contre Trincavel et tous ceux qui l'ont soutenu et tous ceux qui ont soutenu les bons hommes. Ici, Lombers, on l'a vu, on est ici au pied du château, près donc de la voie antique puis médiévale Albicastre. Et donc c'est sur cette route que toutes les troupes à travers les âges sont passées pour conquérir tel ou tel territoire. Lombers est prise par les croisés en 1209. Le territoire de Lombers devient une baronnie. Simon de Montfort fonde une baronnie, comme il y avait dans le nord, et la donne à un de ses bras droits, Lambert de Thury. Lambert de Thury, il n'est pas légitime ici, alors il se marie avec une dame, Briande de Monteil-à-Desmarres, qui est l'héritière des seigneurs de Lombers. Quand Lambert de Thury meurt, Briande, seigneuresse de Lombers, est mariée, probablement de force, à Guy de Montfort, le même frère de Simon de Montfort, qui devient donc seigneur de Lombers. Donc en 1229, il y a le traité de Mauparis, vous le savez, qui met fin à la croisade, mais qui dépossède toutes les terres de Trincavel, et ils sont donnés à la famille de Montfort, et notamment par la suite à Philippe de Montfort, et après à la royauté. Dans le traité de Mauparis, il y a cette fameuse clause, vous savez, célèbre, pour Raymond VII, le comte de Toulouse: s'il n'a pas d'enfant, sa terre revient au roi de France, et s'il en a, ce qui a été le cas, Jeanne est donnée en mariage aux frères de Saint-Louis, et à leur mort, puisqu'ils n'ont pas eu de descendance bien évidemment, tout le comté de Toulouse devient royal. Et là on est dans les années 1270-1271, juste à la veille de la fondation de la Bastide de Réalmont. Alors c'est le traité de Mauparis en 1229 qui va condamner le Languedoc et qui va avoir un impact important pour Réalmont et qui va décider de sa construction, puisqu'en fait la clause dans le traité de Mauparis pour Raymond VII, c'est que si ses enfants n'ont pas d'héritier, le comté de Toulouse revient au roi de France. Et c'est ce qui va arriver puisque Raymond VII n'aura qu'une fille, Jeanne, qui est mariée avec Alphonse de Poitiers. Ils n'auront pas d'enfants et donc à leur mort en 1271, le comté revient à la royauté. Et aussitôt, le roi décide de bâtir une ville nouvelle. Pas n'importe où, on l'a dit, à côté de Lombers, la Cathare, l'indomptable. Et c'est donc ici qu'il va décider de construire Réalmont. Et c'est son sénéchal, Guillaume de Coardon, qui va organiser tout cela. 1272, le chantier commence. La création d'une bastide répond à deux actes fondateurs. 1. Le paréage, c'est l'acte premier qui fixe les stipulations primitives entre le fondateur, c'est-à-dire le roi, et le propriétaire, ici le seigneur de Lombers qui, malgré la confiscation pour hérésie, réclame ses droits. Le paréage fixe aussi les redevances que devront payer les nouveaux habitants de la Bastide. Malheureusement, l'acte de paréage de Réalmont n'est pas connu. 2. La charte, c'est elle qui définit entre autres les avantages économiques, les libertés personnelles et les privilèges des futurs habitants. La charte apporte aussi une protection juridique afin d'attirer le plus d'habitants possible. Nous ne sommes pas en possession de la charte de 1272, mais il existe une copie du XIVe siècle qui reprend la charte primitive. Elle institue un gouvernement sous l'autorité d'un juge et d'un prévôt. Elle prévoit aussi l'administration municipale avec 4 consuls. La charte insiste sur le rôle du juge et du prévôt dans la lutte contre l'hérésie cathare. Elle sera en vigueur à Réalmont jusqu'à la Révolution. Alors très bien, on a tous les éléments nécessaires pour comprendre la fondation, mais vous allez vous demander maintenant concrètement comment ça fonctionne. Eh bien c'est simple, chaque nouvel arrivant se voit attribuer 3 types de lots. Un airal, c'est le terrain à bâtir, un casal, c'est un jardin situé dans les murs, et une horte, c'est un petit champ hors les murs. Chacun a 1 an pour bâtir sa maison à ses frais. Si au bout d'1 an la maison n'est pas bâtie, c'est amende ou perte des droits. Chaque habitant doit payer une taxe annuelle en fonction de la surface bâtie. On appelait ça le fouage.
Construire une ville peut paraître d'une complexité inouïe. En réalité, c'est un jeu d'enfant maîtrisant tout de même un minimum les mathématiques et la géométrie. Tout commence par le tracé régulateur. Tracé qui doit définir l'orientation, les axes, le dimensionnement de la ville, de la place, des rues, tout en prenant en considération la course du soleil. Il faut pour cela trouver la mesure de la coudée du lieu. C'est à partir de cette mesure que tout sera calculé. La plupart du temps, on utilisait la coudée royale, certains la font remonter aux temps les plus anciens, elle équivalait à environ 55 cm. Mais pour Réalmont, c'est la coudée locale qui a été utilisée. Voici comment la définir. Le jour du solstice d'été, quand le soleil est au zénith, l'homme qui dirige le tracé plante un bâton dans le sol, la partie qui dépasse du sol mesure 1 mètre, oui, le mètre avant le mètre. Il incline le bâton face au soleil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre. À partir de là, on fait descendre un fil à plomb et on mesure la distance au sol entre le plomb et la base du bâton. Cela paraît compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. À Réalmont, la mesure donne 48,13 cm. À partir de cette donnée, on peut imaginer toute la bastide. Le module de base est celui de 12 coudées, soit 5,77 m. On commence par la place centrale. À Réalmont, elle mesure 15 mesures de long sur 13 mesures de large. Puis autour de la place, on construit les maisons pour les plus aisés, les marchands, les bourgeois. Elles mesurent 5,77 m de large pour la plupart. Les bastions, de chaque côté de la rue Badou, 7 modules de large sur 10 modules de long. Tout est organisé de façon systématique. Les moins aisés sont dans les rues secondaires comme celle des anciens combattants. On peut encore apercevoir les plus petits modules, ceux de 6 coudées, c'est-à-dire 2,89 m seulement. Toute la bastide est construite sur ce principe. L'avantage de ce système, c'est la possibilité d'agrandir la ville presque à l'infini. Tout dépend du terrain autour. Si l'on récapitule, pour construire une bastide à la fin du XIIIe siècle, il faut un acte de pareillage et une charte. Chaque nouvel habitant se voit donner un emplacement pour bâtir sa maison, un jardin et un pré. Il doit bâtir sa nouvelle maison en moins d'1 an. Toute construction est basée sur le tracé régulateur défini en amont du projet. Grâce à ces mesures, tout peut être bâti de façon homogène et simplifiée. Donc ici on est sur la place centrale de la Bastide, donc les gens les plus aisés, les marchands, etc., c'est eux qui possédaient les maisons les plus intéressantes évidemment. Donc là par exemple on est devant la maison de Louise Apollin, et là c'est le module de base de la Bastide, donc c'est 2 fois 6 coudées, on le voit, 6 coudées c'est l'espace entre chaque poteau, et donc on a un module de base qui fait 5,80 m de largeur. Ça c'est le modèle un peu de base, un peu chic, et puis les plus pauvres on le verra tout à l'heure dans la rue des anciens combattants. Alors là, on est dans la rue des anciens combattants, donc on est une rue adjacente, on n'est plus sur la place centrale, on est sur les gens qui avaient moins de moyens et donc qui construisent des modules de base de 6 coudées, donc 2,89 m de large. On le voit encore ici avec les façades, avec les crépis qui sont un peu différents. On a 4 sections là, qui sont donc d'origine du XIIIe, avec ces fameuses 6 coudées. Voilà. La ville a très vite été prospère. À peine 50 ans après sa construction, il y a plus de 700 feux à Réalmont, 700 foyers fiscaux. Donc ça représente plusieurs milliers de personnes. On l'a vu dans la charte, il est bien expliqué que le prévôt et le juge sont les chantres du catholicisme, les représentants du roi, et donc doivent combattre fermement l'hérésie cathare. Mais dans ces années 1270-1300, les cathares sont toujours bien présents, et notamment ici à Réalmont. Et je vous le donne en mille. Qui est cathare lui-même? Le prévôt de Réalmont. Et en 1300, il se fait arrêter par l'Inquisition et mis au fer à Carcassonne, où il mourra bien des années plus tard. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Savoir est un devoir, consacré à la Bastide de Réalmont, à sa fondation en 1272. On a essayé de vous expliquer les tenants et les aboutissants de la construction, donc d'une ville nouvelle. J'espère que cela vous a plu. On remercie évidemment la mairie de Réalmont qui nous a permis de faire cette vidéo et notamment Nadège pour tout son soutien et ses encouragements.
Merci à tous et on se retrouve très vite.